et l'enrichissement illicite. L'indice de perception de la corruption ITC de Transparency International 2020 révèle que la RDC s'est classée 170 pays parmi 179 pays les plus corrompus au monde. La manifestation de la cause de cette corruption réside dans l'enrichissement illicite des agents publics corrompus ainsi que des certains individus. Mais le problème qu'il est là, rédier l'infraction au conduit du crime reste un travail déroulé. La Convention des Nations Unies définit l'enrichissement illicite en son article 20. En droit positif congolais, c'est l'article 147.6 qui définit l'enrichissement illicite. La Constitution est définie en son article 165 alinéa 2. La loi portant organisation de fonctionnement de la Cour constitutionnelle est définie en son article 77. En vue de refléter les principes de l'état de droit, de bonne gestion, de la protection du patrimoine public et de la préservation de la dignité des personnes chargées d'une mission publique, il n'est donc pas normal de constater qu'il y a des agents publics qui sont riches alors que l'État, l'institution ou la population sont pauvres. Il est fait dans cette étude un constat malheureux selon lequel, à ce jour, aucune enquête ni poursuite n'a abouti à une condamnation définitive, voire au recouvrement des avoirs disproportionnés dans les chefs des agents publics ou de certains individus. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question de savoir dans cette étude pourquoi y a-t-il une ineffectivité. Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes servis de la méthode, des méthodes téléologiques, de la méthode sociologique, de la méthode exégétique. Outre ces trois méthodes, nous avons utilisé la technique documentaire et la technique d'entretien. Par rapport à notre problème, nous avons relevé que le système judiciaire congolais est très affaibli. Nous avons relevé les problèmes des humilités et des juridictions qui bloquent ou retardent des poursuites alors que l'action publique est prescrite après un laps de temps. Nous avons aussi relevé les problèmes de l'absence des mécanismes de protection des victimes témoins dénonciateurs ou lanceurs d'alerte. Nous avons aussi relevé l'absence de bases de données fiables et mises à jour. Nous avons aussi relevé l'inexistence de jurisprudence et doctrines en la matière. Nous avons aussi relevé enfin que la société congolaise est principalement axée sur l'utilisation de l'argent liquide, nonobstant quelques institutions financières mises en place. En conclusion, nous encourageons les efforts de la RDC dans la lutte contre la répression et la corruption. Cependant, le bilan est mitigé. Les cadres institutionnels et juridiques posent encore des problèmes. L'inapplicabilité des textes influence l'ineffectivité de l'enrichissement, l'ineffectivité de la répression de l'enrichissement illicite, car au vu de l'état de la justice congolaise, les cadres institutionnels est exactement là, mais ça pose toujours problème. Concernant les propositions que nous avons eu à faire dans ce travail, nous proposons l'élaboration d'une législation spéciale en matière d'enrichissement illicite, comme c'est le cas au Burundi, au Mali, au Sénégal. Nous proposons également l'étendue du pouvoir de la Cour des comptes, soit la création d'un parquet national financier, comme le préconise le projet de Burundi. Nous proposons également l'inopérance des immunités, privilèges et des juridictions, toutes les fois qu'il s'agirait de recourir à des infractions d'enrichissement illicite. Nous proposons également les capacités des organes suivants, c'est-à-dire les procureurs. Nous préconisons encore la réduction du seuil maximal prévu par la Banque centrale de 10 000 $ d'argent en espèces qu'un particulier peut se promener avec. Alors nous proposons la réduction à 1 000 $ d'argent liquide. Nous proposons également d'accroître les budgets alloués au système judiciaire congolais. Nous proposons également d'accroître la sensibilisation, c'est-à-dire par la société civile, les médias et les organisations internationales, la sensibilisation des textes qui répriment l'enrichissement illicite en RDC. Monsieur le professeur, en quelques lignes, voici de façon schématique notre réflexion. On sait qu'il est facile pour
l'organe de la loi, observez qu'il est facile pour l'organe de la loi de démontrer l'enrichissement illicite dans les chefs d'injusticiables, étant donné que les Congolais n'observent pas les incompatibilités. On peut être fonctionnaire, on est commerçant, tout ça. On est dans plusieurs activités. Le matin, on est fonctionnaire, l'après-midi, on est commerçant, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il serait facile pour le ministère public de démontrer l'enrichissement sans cause? L'enrichissement illicite plutôt dans les chefs d'injusticiables lorsque le paquet a été saisi. Voilà. Merci beaucoup, M. le Conseil, pour la question. Concernant les liens qui existent entre la corruption et l'enrichissement illicite, à la lecture de l'article 146, à la lecture de l'article 146 de la loi numéro 05/006 du 23 mars 2006 portant compte de la famille, nous voyons bien que l'enrichissement illicite est clairement dit que c'est un acte de corruption. Parce qu'au début de l'article, on écrit les actes de corruption sont. Vers la fin, nous voyons l'enrichissement illicite. Donc, les liens, je peux dire que, premièrement d'abord, l'enrichissement illicite est un acte de corruption. Alors, si je dois encore... Si je pose cette question, c'est parce que la corruption est incriminée dans le code pénal. La corruption est une infraction. Et quand vous me parlez de cette loi-là, on reprend parmi l'enrichissement illicite, parmi la corruption, on parle de la corruption, mais on reprend l'enrichissement illicite. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir, y a-t-il de lien entre corruption et enrichissement illicite? S'il y a de lien, vous me le dites. S'il n'y en a pas, vous me le dites. Le premier lien est que la corruption et que l'enrichissement illicite est premièrement un acte de corruption. C'est une forme de corruption. C'est ça. C'est une forme comme le blanchiment des capitaux. C'est une forme comme le détournement des deniers publics. Ce sont des formes de corruption qu'on a énumérées dans cette loi, dans l'article 146 du code pénal, la loi de 2005. C'est une forme de corruption. Alors, si nous devons encore aller plus bas, la corruption, les liens, la corruption fait devenir deux personnes qui corrompent. Alors que dans l'enrichissement illicite, on y constate l'augmentation disproportionnée des avoirs chez cette personne. C'est ce qui est difficile. Bon, maintenant, si un revenu est poursuivi du chef et de l'enrichissement illicite, sur base du texte dont tu as parlé là, et sur base de la corruption, s'il est poursuivi pour le deux là, et que de fait sont avérés finalement, le juge va appliquer quel type de concours? En vertu des principes de la plus haute expression pénale, le juge va appliquer le concours idéal. C'est lui de la corruption. Il va appliquer la peine que va appliquer forcément le concours idéal. Oui. Et si on a constaté, si les deux infractions-là ne sont pas liées par une même unité d'intention, on fait comment? Je dis, vous savez ce qu'on appelle le concours idéal. Vous savez aussi ce qu'on appelle le concours matériel. Si par exemple, les deux faits ne sont pas liés par une même unité d'intention, on va appliquer forcément le concours idéal. Monsieur le professeur, comme je venais de le dire, si un préjudiciable est poursuivi pour deux chefs d'incrimination, on va appliquer ce que je viens de dire, les principes de la bonne disposition pénale. C'est-à-dire la peine la plus forte qui sera applicable. Bon, maintenant, dites-moi, que pensez-vous par rapport à la première question? Est-ce qu'il est facile pour le ministère public de démontrer l'enrichissement illicite dans les chefs d'injusticiables, étant donné que le Congolais ne respecte pas les incompatibilités, hein? Donc il est ici le matin, il est là le soir, tout ça. Donc il a du boulot partout et il s'enrichit.
comment le ministère public va démontrer que le gars, le justiciable qui est devant lui, s'est enrichi illicitement? Merci beaucoup, M. Marcel. Comme je viens de le dire dans mon introduction, dans mon exposé, et relier les produits du crime à l'infraction de manière à récupérer ou à condamner, c'est un travail périlleux. D'emblée, je vais vous dire que c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi même dans mes propositions, j'ai eu à évoquer qu'on doit renforcer les organes répressifs. Pourquoi? Parce que l'enrichissement illicite étant un acte de corruption, c'est passe dans le noir. C'est entre les corrompus et les corrupteurs. C'est difficile de montrer les versements vers les pots de vin. D'où le ministère public doit avoir assez de moyens, doit avoir des techniques, de nouvelles technologies. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc c'est difficile. C'est pourquoi même certains pays, comme je l'ai dit dans mon travail, certains pays ont eu à innover par ce qu'on appelle le mécanisme de la probabilité ou le mécanisme de la confiscation sans condamnation. Le mécanisme de la probabilité fait intervenir même les systèmes de preuves en matière civile. Parce que la probabilité amène les ministères publics à sauvegarder d'une part les principes de la présomption d'innocence et d'autre part de sauvegarder les valeurs de la société. D'où, si le ministère public estime qu'à son niveau, au fil de ses enquêtes, la personne a des biens qu'il n'arrive pas à justifier et qu'il est prétendument et qu'il est consciemment que ces biens ont été acquis de façon illicite, le ministère public peut procéder à ce qu'on appelle la confiscation. Donc sur base du principe de la plus grande probabilité, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Et ça, c'est prévu aussi par la Convention des Nations Unies. Une petite question, s'il vous plaît. Une question que je vais vous poser. Vous préconisez le renforcement du parquet, notamment. On peut renforcer le parquet. Le renforcement des capacités du parquet. Vous pensez que la réquisition à experts ne suffit pas pour instruire cette infraction? C'est le professeur. La réquisition à expert, on peut faire appel à un expert. Merci beaucoup pour la parole. Mais, d'emblée, je vais vous dire que l'expert intervient au tribunal. Alors que le ministère public commence son instruction dans la phase pré-juridictionnelle. Et là, au niveau du parquet, on peut faire intervenir un expert. Oui, bien sûr. Mais d'abord, l'instruction est secrète. Bien que l'expert est aussi lié par son serment. Mais l'expertise, un expert peut poser problème. Pourquoi? Parce que, à la lumière de l'article 20 de la Convention des Nations Unies, la Convention cible plus les agents publics. Chez nous, en RDC, on a étendu ça jusqu'au particulier. Alors, si cet expert qui est devant les ministères publics, pour l'éclairer, a peur de l'attaque publique, c'est haut rang. C'est pourquoi même je sais qu'il faudra créer un mécanisme de protection de ces experts-là. Moi, je ne pense pas que l'expert qui est devant les ministères publics, c'est que les ministères publics inscrivent un dossier chez un dirigeant, chez un agent public, des hauts rangs, je ne pense pas que l'expert sera indépendant. Moi, j'ai dit, tout le monde est indépendant de l'expert. Monsieur Kawi, vous avez dit que le système judiciaire congolais affaibli face à l'enrichissement illicite. Par qui? Par quoi? Comment? Que faire? Ce sont là mes questions. L'affaiblissement des systèmes judiciaires congolais est très affaibli. Pourquoi? Parce que la preuve en est que la Convention des Nations Unies qui réprime l'enrichissement illicite, la corruption, est de 2003. Dans notre pays, nous avons ratifié en 2006, 3 ans après. Et c'est étonnant qu'à ce jour, il n'y a aucune condamnation. Alors que nous voyons
chaque jour à Kinshasa, dans la RDC, des gens qui construisent avec de l'argent que nous-mêmes nous savons que ce n'est pas acquis de façon licite. Mais que fait le ministère public? Que fait le ministère public? La réponse est simple. Il commence l'instruction, mais il ne finit jamais. Pourquoi? Parce que il est d'abord, premièrement, il n'est pas bien assis en matière de corruption. Du point de vue formation spécialisée, il n'est pas qualifié pour instruire cette matière et il craint d'entrer en profondeur. Deuxièmement, les justiciables sont plus forts que lui. Les agents publics de haut rang, avec leur richesse, leur pouvoir, peuvent l'influencer avec leur tendance politique. Troisièmement, ces ministères publics, ces magistrats qui doivent instruire, n'est pas bien payé, n'est pas bien rémunéré. Alors, il va se laisser corrompre, d'où le principe de l'indépendance de l'impartialité du ministère public tombe. C'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas, il n'y a rien. Il n'y a aucune condamnation, aucune poursuite qui n'a abouti. J'ai dit, mais c'est pour ça. Élaboration d'une législation spéciale. Ça c'est pour le législateur. Rendre effectif, là c'est le législateur aussi. Suppression des contrôles. Parce que, non, rendre l'effectif et contrôle là c'est. Parce que rendre l'effectivité du contrôle, les organes chargés de contrôler, c'est d'abord. Concernant le président de la République, c'est la Cour constitutionnelle et le Premier ministre. C'est la Cour constitutionnelle qui sont les organes compétents pour contrôler les déclarations. Pour les autres fonctionnaires, agents publics, c'est l'Observatoire des contrôles de l'éthique. Je l'ai dit. Non, je l'ai dit quelque part là. Je peux vous renvoyer à la page. Là où j'ai parlé des organes qui doivent recevoir les déclarations. Madame, je l'ai parlé à la page 59. Les organes dépositaires de l'obligation de déclaration. Mais moi je ne comprends
Non, mais c'est parce que si c'était bien fait, madame, vous devez savoir que les agents publics qui sont en fonction, c'est juste des serments. Mais les déclarations ne sont jamais reçues. Ni avant, ni pendant, ni annuellement. Parce que la loi sur les codes d'éthique parle même de recevoir ça annuellement. Ces contrats devaient se faire de façon annuellement. Donc avant l'entrée en fonction, pendant, annuellement. Alors, pensez-vous si un député, par exemple, ou bien un gouverneur fait 5 ans, ça veut dire qu'il doit y avoir 5 déclarations, 5 contrôles. Ça ne se fait jamais. C'est pourquoi j'ai recommandé qu'on puisse appliquer ce qui est déjà dit dans la loi. Mais ça ne se fait pas. Dans mon exposé, j'ai même dit l'inapplicabilité des textes influence l'ineffectivité de la répression. J'ai même mis ça dans mon exposé. Vous l'avez déjà dit. Je l'ai dit. Alors, le conseil qui va s'appeler les ce sont des faveurs. Ce sont des faveurs. non, qui va la recommandation. Les législateurs. Les législateurs. Oui. Oui. C'est au législateur de supprimer ça. Je pense que ça sera l'exécutif. Mwanda Uzama Mbichi Kawe Shonga Mkulwa Lutongo Ngaya Kasanga Mwamba Makamba Mbala Makama Nyai Asuruko Mwinda Nzai. Après avoir entendu les récipiendaires dans leur défense publique, a pris les décisions suivantes. Le mémoire d'Enko Yondo Eres, le mémoire de Matota Luemba Eres, le mémoire d'Empai Mbongo Eres, le mémoire de Bilambo Montelayele Eres, le mémoire de Epantia Mbouado est irrécevable, le mémoire de Mwanda est reçu, le mémoire de Kuzama Mbuto est reçu, le mémoire de Kawe Shongo est reçu, le mémoire de Moutoua Lutongo est reçu, le mémoire de Ndaya Kasanda est reçu, le mémoire de Mwamba est reçu, le mémoire de Makamba Mbala est reçu, on va vous demander les le mémoire de Makamba est reçu,
Le mémoire de Massoukou Eris. Le mémoire de Milanzai Eris. Félicitations. La personne dont le mémoire n'a pas été on doit faire la photo des personnes dont le mémoire passer la photo.